Bonjour, le conte d'aujourd'hui s'intitule Le lutin et la patronne. Le lutin, tu le connais, mais connais-tu la patronne, la femme du jardinier? Elle avait des lectures, elle connaissait des poèmes par cœur, et elle en écrivait d'ailleurs elle-même avec facilité. Il n'y avait que les rimes, leur rafistolage, comme elle appelait ça, qui lui causaient des difficultés. Elle avait la plume facile et la parole facile. Elle aurait fort bien pu être pasteur, à tout le moins femme de pasteur. La terre est ravissante dans sa robe du dimanche, disait-elle. Elle avait mis cette pensée en forme et l'avait rafistolée. Elle en avait fait une chanson, belle et longue. Le séminariste, M. Kisserup, le nom ne change rien à l'affaire, était un neveu du jardinier et de sa femme, et il vint en visite chez eux. Il entendit le poème de la patronne, et cela lui fit du bien, dit-il, vraiment beaucoup de bien. Vous avez de l'esprit, madame, dit-il. Taratata, dit le jardinier, n'allez pas lui mettre des choses pareilles dans le crâne. Une femme doit être un corps correct, et s'occuper de sa marmite pour que la bouillie n'attache pas. Le brûler, je l'enlève avec un bout de bois incandescent, dit la patronne, et le brûler, je te l'enlève avec un petit baiser. On dirait que tu ne penses qu'aux choux et aux pommes de terre, et pourtant tu aimes les fleurs. Et elle l'embrassa. Les fleurs, c'est l'esprit, dit-elle. Occupe-toi de ta marmite, dit-il. Et il alla dans le jardin, c'était sa marmite à lui, et il s'en occupait. Mais le séminariste resta avec la patronne, et il parla avec la patronne. Il fit pour ainsi dire tout un sermon à sa manière sur les belles paroles qu'elle avait prononcées. La terre est ravissante. La terre est ravissante, soumettez-la, a-t-il été dit. Et nous en sommes devenus les maîtres. L'un l'est par l'esprit, l'autre par le corps. L'un a été placé dans le monde comme un point d'exclamation, d'étonnement, un autre comme des points de suspension, si bien qu'on a des raisons de se demander ce qu'il fait là. L'un devient évêque, l'autre seulement un pauvre séminariste. Mais tout est fait avec sagesse. La terre est ravissante et elle porte toujours une robe du dimanche. C'est un poème qui fait réfléchir, madame, plein de sentiments et de géographie. Vous avez de l'esprit, monsieur Kisrup, dit la patronne. Beaucoup d'esprit, je vous l'assure. On y voit clair en soi-même quand on parle avec vous. Et ils continuèrent de parler. C'était tout aussi beau, tout aussi bien. Mais dans la cuisine, il y en avait un aussi qui parlait. C'était le lutin. Le petit lutin habillé en gris avec son bonnet rouge, tu le connais. Le lutin était dans la cuisine et il surveillait les casseroles. Il parlait, mais personne ne l'écoutait, si ce n'est le gros matou noir, le voleur de crème, comme la patronne l'appelait. Le lutin était très fâché contre elle, car elle ne croyait pas en son existence, il le savait. Elle ne l'avait certes jamais vu, mais avec toutes ses lectures, elle aurait dû savoir qu'il existait, et elle aurait dû lui donner un petit témoignage d'attention. Jamais l'idée ne lui venait, à Noël, de lui mettre ne fût-ce qu'une cuillerée de bouillie. Tous ses ancêtres y avaient eu droit. Et c'était pourtant des patronnes qui n'avaient aucune lecture. La bouillie avait nagé dans le beurre et la crème. Le chat en eut les moustaches toutes mouillées quand il entendit cela. Elle dit que je suis un fruit de l'imagination, dit le lutin. Ça dépasse tout ce que je peux imaginer. Elle me renie, que voulez-vous? J'ai appris ça en restant aux aguets. Et je viens encore de rester aux aguets. Elle est en train de discuter avec celui qui bat les garçons, le séminariste. Je dis avec le patron, occupe-toi de ta marmite. Et elle ne le fait pas. Maintenant, je vais faire en sorte que la marmite déborde. Et le lutin souffla sous le feu qui reprit et se mit à brûler. Rond, petit patapon, la marmite déborda. Maintenant, je m'en vais faire des trous dans les chaussettes du patron, dit le lutin. Je vais tirer sur les fils et ça va faire un gros trou au doigt de pied et au talon. Comme ça, elle aura du raccommodage et elle ne se mettra pas à faire de la poésie. Madame la poétesse raccommode les chaussettes du patron. Cela fit éternuer le chat. Il avait pris froid, bien qu'il ait toujours porté une fourrure. J'ai ouvert la porte du garde-manger, dit le lutin. Il y a de la crème condensée aussi épaisse que de la bouillie. Si tu ne veux pas la lécher, c'est moi qui le ferai. Si c'est moi qu'on accuse et qu'on bat, dit le chat, autant lécher la crème. D'abord la dégustation et ensuite la correction, dit le lutin. Mais maintenant, je vais aller dans la chambre du séminariste. Je vais accrocher ses bretelles à la glace et mettre ses chaussettes dans la cuvette, si bien qu'il croira que le punch était trop fort et qu'il a la tête qui tourne. Cette nuit, j'étais assis sur le tas de bûches à côté de la niche du chien. J'aime beaucoup taquiner le chien de garde. J'avais les jambes pendantes et je les balançais. Le chien avait beau sauter le plus haut qu'il pouvait, il ne pouvait pas les atteindre. Ça l'agaçait, il aboyait. Je laissais mes jambes pendre et se balancer. Ça en faisait du vacarme. Ça a réveillé le séminariste qui s'est levé 3 fois pour regarder dehors. Mais il ne m'a pas vu, bien qu'il ait ses lunettes. Il dort toujours avec ses lunettes. Dis miaou quand la patronne arrive, dit le chat. Je n'entends pas bien, je suis malade aujourd'hui.
Ta maladie, c'est de lécher, dit le lutin. Lèche donc, débarrasse-toi de la maladie à force de lécher. Mais essuie-toi les moustaches pour qu'il n'y reste pas de crème. Maintenant, je vais me mettre aux aguets. Et le lutin resta à la porte. Et la porte était entr'ouverte. Il n'y avait personne dans la pièce, mis à part la patronne et le séminariste. Il parlait de ce que le séminariste appelait si bien ce qu'on doit placer au-dessus de la casserole et de la marmite dans tous les ménages, les dons de l'esprit. Monsieur Kisrup, dit la patronne, à cet égard, je vais vous montrer quelque chose que je n'ai encore montré à aucune âme sur cette terre, surtout pas à un homme, mes petits poèmes. Certains sont certes un peu longs, je les ai appelés rafistolage d'une gente dame d'une Danemark. J'aime tellement les vieux mots danois. Il faut en effet les garder, dit le séminariste. Il faut extirper l'allemand de notre langue. C'est bien ce que je fais, dit la patronne. Jamais vous ne m'entendrez dire Kleiner ou Butterteig. Je dis Fedkager et Blinteig. Et elle sortit du tiroir un cahier, à la couverture vert clair sur laquelle il y avait 2 taches d'encre. Il y a beaucoup de sérieux dans ce carnet, dit-elle. C'est aux choses tristes que je suis le plus sensible. Voici le soupir de la nuit, mon soleil couchant, et lorsque j'ai épousé Clemensen, mon mari. Vous pouvez le sauter, bien que ce soit senti et pensé. Les devoirs de la mère de famille est le meilleur de ces poèmes. Ils sont tous très tristes. C'est là que j'ai mon point fort. Un seul poème est sur le ton de la plaisanterie. Ce sont des pensées gaies, comme on peut en avoir des pensées sur, ne riez pas de moi, des pensées sur le fait d'être poétesse. Il n'est connu que de moi seul, de mon tiroir et maintenant de vous aussi, monsieur Kisrup. J'aime la poésie. Elle s'empare de moi, elle taquine, dirige et commande. J'ai exprimé cela sous le titre « Petit lutin ». Vous connaissez certainement cette vieille superstition paysanne qui veut qu'un lutin fasse toujours des siennes dans la maison. J'ai imaginé que j'étais moi-même la maison et que la poésie, les sensations en moi, étaient le lutin, l'esprit qui y règne. J'ai chanté son pouvoir et sa grandeur dans Petit lutin. Mais promettez-moi solennellement que vous ne le révélerez jamais à mon mari ou à qui que ce soit. Lisez-le à haute voix pour que je puisse entendre si vous comprenez mon écriture. Et le séminariste lut. La patronne l'entendit et le petit lutin l'entendit. Il était aux aguets, tu le sais, et il venait d'arriver au moment où on lisait le titre « Petit lutin ». « Mais ça me concerne, dit-il. Que peut-elle avoir écrit sur moi? Je vais lui chipper des affaires, lui chipper ses œufs, lui chipper ses poulets, et chasser le gras du veau gras. Fais attention à moi, la patronne. » Et il écouta, la bouche pincée et les oreilles tendues. Mais en entendant parler de la gloire et du pouvoir du lutin, de son emprise sur la patronne, c'était à l'art poétique qu'elle pensait, tu le sais, mais le lutin prit tout au pied de la lettre. Le petit sourit de plus en plus. Ses yeux brillaient de joie. Les coins de ses lèvres prirent un air distingué. Il souleva les talons, se tint sur la pointe des pieds, grandit de tout un pouce. Il était ravi de ce qu'il entendait dire sur le petit lutin. Et la patronne a de l'esprit, et elle est très cultivée. Quelle injustice j'ai commise à son égard. Elle m'a mis dans son rafistolage qui sera imprimé et lu. Maintenant, le chat n'aura pas le droit de boire sa crème, je le ferai moi-même. Un seul boit moins que 2, c'est toujours une économie, et je veux l'introduire en respectant et en honorant la patronne. Comme il est humain, ce lutin, dit le vieux chat. Il suffit d'un gentil miaou de la part de la patronne, un miaou qui le concerne, et il change tout de suite d'attitude. Elle est maligne, la patronne. Mais elle n'était pas maligne, c'est le lutin qui était humain. Si tu n'arrives pas à comprendre cette histoire, renseigne-toi, mais ne te renseigne pas auprès du lutin, ni auprès de la patronne.